Économie Le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme de cette édition, la Pologne en phase de transition. Après la droite libérale, c'est la droite conservatrice qui prend les commandes d'une économie dynamique, la première d'Europe de l'Est. Que faut-il attendre de ces 5 ans de mandat? Faut-il craindre ses positions populistes et eurosceptiques? On interroge dans un instant le docteur Franck Khalifa. Et puis une plongée au Gabon, l'un des pays les plus riches, les plus développés d'Afrique subsaharienne, grâce notamment au pétrole. Et c'est pour diversifier cette économie que les plantations d'EVA pour produire du caoutchouc sont récemment apparues. Mais les promesses d'emploi ne suffisent pas, vous le verrez, pour apaiser l'inquiétude des ONG. Gros plan tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Et avant tout cela, l'essentiel en images de ce qui fait l'actu éco à travers le monde. On parle d'abord d'Amazon, le géant américain du e-commerce, qui a annoncé ce matin avoir commencé début mai à déclarer ses revenus en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. Le groupe affirme également qu'il en fera de même en France. Conséquence, Amazon, 89 milliards de dollars de recettes dans le monde l'an dernier, sera soumis à l'impôt dans ces pays et non plus au Luxembourg, où l'ensemble de ses filiales convergeait jusqu'à présent, avec moins de 1% de taxation sur les revenus. Le groupe espère ainsi prendre de vitesse les enquêtes de Bruxelles sur les pratiques fiscales des grands groupes américains du numérique, dont Apple et Google. Écoutez l'avis de la Commission tout à l'heure. Ces changements n'affecteront pas l'enquête en cours au sujet de l'avantage fiscal possible qu'Amazon aurait potentiellement reçu dans le passé grâce au tax ruling. Autre géant technologique, Samsung, un empire en pleine réorganisation. Et l'âge d'or semble bien révolu pour le Sud-Coréen en Chine, où ses smartphones n'ont clairement plus la cote. Moins 53%, vous voyez, pour les ventes au premier trimestre, à 9,5 millions d'unités. La part de marché dégringole aussi de 20 à 9,7%. Rien à faire, la sortie du nouveau Galaxy S6 n'a pas inversé la tendance. Samsung est pris en tenaille entre Apple sur le haut de gamme et Xiaomi ou d'autres fabricants chinois sur les modèles d'entrée de gamme. Encore leader en Chine l'an dernier, Samsung s'y retrouve aujourd'hui 4e. Et en parlant de la Chine, bonne nouvelle pour sa monnaie. Pour la première fois, le FMI considère officiellement que le yuan n'est plus sous-évalué. C'est un camouflet pour Washington, pour qui la devise chinoise évolue à un niveau trop faible, au détriment bien sûr de l'économie américaine. Mais pour le FMI, Pékin est sur la voie d'une croissance certes plus lente, mais de meilleure qualité, plus 6,8% attendu par l'institution cette année. Et d'ailleurs, l'expansion, vous le voyez, du yuan à l'international semble irrésistible. Le Premier ministre Li Keqiang était hier à Santiago du Chili pour y conclure un accord monétaire majeur. Nos banques centrales respectives ont convenu d'utiliser le yuan dans les transactions entre nos deux pays afin de faciliter le commerce bilatéral et les investissements. Nous allons établir une première banque en yuan au Chili. Il s'agit de la toute première banque de compensation en Amérique du Sud. Voilà, avec des échanges pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars en 3 ans. En bref, autre visite en Amérique latine, celle du président finlandais au Mexique. Les deux pays souhaitent renforcer leurs relations au sein de l'accord de libre-échange entre Mexico et l'Union européenne. Le commerce bilatéral a progressé de 15% l'an dernier à 750 millions de dollars. Le Mexique est l'un des pays les plus intéressants d'Amérique latine. Les investissements et les grandes réformes ne font qu'augmenter son intérêt. Il y a actuellement beaucoup d'entreprises finlandaises au Mexique qui y travaillent dans leur domaine de compétences comme le secteur des énergies propres et celui des télécommunications. Cap sur l'Afrique. L'Afrique en quête d'un nouveau super banquier. C'est jeudi que sera désigné le futur président de la Banque africaine de développement. 8 candidats, dont une femme, pour prendre les rênes d'une institution fondée il y a 50 ans et qui devra accompagner la mutation économique du continent. Le patron sortant, le Rwandais Donald Kaberuka, est revenu hier sur son bilan. En 10 ans de présidence, les financements de projets de la banque plafonnés à 200 millions de dollars par an contre 10 fois plus aujourd'hui. J'insiste sur les inégalités et l'insertion, parce que ce qui a poussé la croissance, ce sont les investissements, la demande intérieure et le commerce régional. Donc tout ce qui fait frein à la demande intérieure fait automatiquement frein à la croissance économique. Et puis au Moyen-Orient, sachez que les sociétés israéliennes de high-tech affichent pour l'an dernier des recettes globales de 6 milliards de dollars, chiffre en hausse de 2% par rapport à 2013. Et dans le domaine de la sécurité informatique, les ventes de technologies made in Israël ont pesé à elles seules 10% du marché mondial. Et on s'intéresse comme prévu à cette surprise électorale, l'émergence d'un quasi-inconnu à la tête de la Pologne. À 43 ans, Andrzej Duda est parvenu à éclipser le président sortant, Komorowski, qui s'appuyait pourtant sur des indicateurs sains, la croissance notamment, à plus de 3% l'an dernier, exceptionnelle en Europe. Mais visiblement, les inégalités et la rancœur contre les élites ont profité à un candidat clairement eurosceptique. Johanna Citruc.
Avec plus de 51% des voix, c'est lui qui a remporté la présidentielle polonaise dimanche. Andrzej Duda, un jeune conservateur issu du parti populiste Droit et Justice. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci pour ce merveilleux accueil. Quasiment inconnu avant la campagne, Duda a tout de même réussi à battre le président sortant de centre-droit, Bronisław Komorowski. C'est pourtant grâce à ce dernier que la Pologne a pu échapper à la récession et bénéficier du taux de croissance le plus élevé d'Europe. Mais cette bonne santé économique cache en réalité des inégalités et un rejet des élites de plus en plus fort. Des arguments de poids pour voter en faveur du changement. Enfin un peu de changement. Un homme plus jeune que l'ancien président, je suis très heureux. Je suis très heureuse, c'est mon président. Et avec un tel président, qui ne voudrait pas vivre et travailler dans ce pays ? Et pour Andrzej Duda, le changement, c'est d'abord ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans et baisser l'impôt sur les revenus pour les ménages les plus modestes. Comment ? En augmentant les taxes des chaînes d'hypermarchés et des banques. Le nouveau président, considéré comme eurosceptique, veut également réduire la dépendance de son pays à Bruxelles, mais aussi limiter la part des banques polonaises détenues par les étrangers. Aujourd'hui, les 2/3 des banques polonaises sont entre les mains d'étrangers. Mais la polonisation des banques est nécessaire. Et il devrait y avoir un processus de rachat successif de ces banques par des grandes institutions financières polonaises. Mais pour l'heure, toutes ces mesures ne sont que théoriques. Premièrement parce que Andrzej Duda ne prendra ses fonctions qu'en août, mais surtout parce qu'en Pologne, ce n'est pas le président mais le gouvernement qui exerce le pouvoir. Les élections législatives sont quant à elles prévues à l'automne 2015. En tout cas, la tendance est impulsée en faveur des conservateurs. On retrouve à présent en ligne avec nous depuis Toulouse le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors quand on regarde cette économie polonaise, les indicateurs, on l'a dit, ils sont sains. On présente même Varsovie comme un moteur de croissance pour toute l'Europe. Est-ce que ces performances reposent sur du solide et il n'y a pas de raison finalement de se méfier de cette alternance politique ? Écoutez, d'abord David, je voudrais revenir quand même sur l'élection présidentielle qui a été la plus serrée de l'histoire polonaise, puisque le premier tour a vu s'opposer 11 candidats et le second tour a vu la victoire de Duda, qui est issu de ce fameux parti Droit et Justice, avec à peine 51,5% des voix face à Komorowski, le président sortant qui était pourtant donné gagnant par les sondages. Alors je voudrais juste, avant de parler d'économie pure, parce qu'il faut aller chercher les valeurs de ce parti qui vont influencer l'économie, il faut savoir que le parti Droit et Justice prône un retour vers des valeurs morales et patriotiques, comme on trouve dans beaucoup de pays de cette zone de l'Europe. Et c'est un parti politique social-conservateur, catholique, eurosceptique, étatiste, qui va se prononcer contre un certain nombre de valeurs morales comme l'euthanasie, l'avortement, le mariage homosexuel, le pacte, etc. Ouais. Il va y avoir donc des conséquences sur l'économie polonaise et sur l'Europe. Ouais. Et quels sont quand même malgré tout les points forts selon vous de cette économie polonaise, les secteurs clés un petit peu de cette économie ? Absolument, absolument. L'économie polonaise quand même, il faut savoir qu'elle est la deuxième économie la plus dynamique de l'Europe, avec un PIB de presque 500 milliards d'euros, c'est à peu près un cinquième du PIB français à peu près, une croissance insolente autour de 3,2, qui est portée vraiment par un dynamisme de la demande intérieure et par des coûts salariaux bas. Et c'est surtout, il faut le savoir, l'atelier de l'Allemagne, d'où peuvent par ailleurs venir les ennuis de la Pologne avec la crispation de l'économie allemande. Ouais, alors vous l'avez dit, 15% aussi, il faut le signaler, de croissance cumulée entre 2008 et 2011 en pleine crise, et la Pologne qui affiche une dette tout à fait soutenable, 57% du PIB. C'est un atout pour attirer encore plus les investisseurs, malgré Duda ? Oui. La Pologne est restée un pays peu endetté par rapport à une autre économie, par exemple la Hongrie, qui est aussi très dynamique. Et je pense qu'aujourd'hui, les orientations de Duda pour une baisse de la TVA et des impôts progressifs, pour une réévaluation des retraites, un programme de soutien aux plus démunis et un refus de la privatisation des secteurs clés, va dans le sens du maintien du dynamisme de l'économie polonaise. Alors là où ça pêche, c'est au niveau de l'Europe, si vous permettez. Donc il y a un scepticisme face à l'euro et il y a un renforcement d'un des trois piliers de l'Europe. Vous savez que l'Europe a trois piliers, les communautés européennes, la justice et les affaires intérieures, et la politique étrangère de sécurité commune. Alors, donc cet renforcement porte sur la politique étrangère de sécurité commune, et rappelez-vous l'histoire,
de la préférence polonaise pour les avions de chasse américains, alors que la Pologne avait bénéficié de subsides européens bien plus importants que les autres candidats à l'UE. Ouais. Et la question aussi des inégalités sur le front social, c'est déjà un facteur pour vous de préoccupation pour Varsovie? Est-ce qu'il y a urgence déjà à les réduire? Ce sera sa mission finalement. Oui, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement une urgence de soutenir les plus démunis parce que vous savez très bien que ce maintien des plus démunis va amener évidemment le pays vers des orientations nationalistes qui peuvent faire effectivement éclater l'Europe. Hein. On n'en est pas là encore, mais c'est un danger. Merci beaucoup, Dr Franck Khalifa, pour ces éclairages. Merci. On se tourne à présent du côté de l'Afrique subsaharienne. Le Gabon est l'une des économies les plus solides de la région, un état de fait qui s'explique surtout par la richesse pétrolière. Et pour diversifier les revenus, eh bien, la production de caoutchouc est apparue comme l'une des solutions. Mais les plantations d'EVA sont aujourd'hui perçues comme une menace pour la structure de la forêt tropicale. ONG et habitants ne sont toujours pas convaincus. Anthony Lesme. C'est une promesse à 400 millions de dollars. La société Olam, basée à Singapour, a promis de générer au Gabon une forte activité, doublée de 5000 emplois à terme. Objectif, créer une plantation géante d'EVA et une usine de transformation de caoutchouc dans le nord du pays. Une aubaine pour un pays touché par un taux de chômage de 20%. Quand on fait un projet agricole, ça crée beaucoup de travail. Ça amène le développement rural et les populations sont fixées pour longtemps. Imaginez quand le projet sera terminé, c'est à peu près 3000 personnes qui sont engagées là-bas en permanence. Et quand on ajoute les personnes indirectes, c'est à peu près 5000 personnes. Et ces personnes-là ne travaillent pas pour seulement 4 à 5 années, mais au moins pour 45 à 50 années. Cet enthousiasme est mis à mal par de nombreuses ONG de protection de la nature. Elles ont sonné la sonnette d'alarme sur les impacts sociaux et environnementaux. Selon notamment l'ONG Fern, la plantation pourrait tuer la biodiversité dans la forêt tropicale et poser une menace majeure pour les agriculteurs dans l'ancienne colonie française d'1,7 million d'habitants. Les études montrent que les agriculteurs locaux seraient transformés en ouvriers de l'entreprise, alors que certains travailleurs disent que la rémunération est inéquitable. Seulement 260 $ par mois pour 6 jours de travail par semaine. Pour beaucoup, les inconvénients de la plantation l'emportent de loin sur les avantages. Les permis qui ont été attribués à Olam, c'était des permis d'exploration. Ces permis d'exploration-là auraient dû contraindre Olam à rendre des rapports qui devaient indiquer l'état de la ressource dans ces endroits, de sorte que l'on puisse évaluer si ces zones pouvaient être déforestées ou pas. Or, ces rapports sont invisibles à ce jour. Personne ne les a jamais vus. Avec Olam, on a essayé. Toutefois, vous avez la volonté, mais la façon dont on nous traite au travail, sur le terrain et la paye, ne nous permet plus d'aller là-bas. Bien que Olam ait signé des contrats dits sociaux stipulant le développement de la voirie, des infrastructures électriques et de transport dans la région, les habitants se disent insatisfaits par les progrès réalisés. Des chantiers toujours nombreux, c'est l'heure du Media Watch. Le burn-out à la une de cette revue de presse avec Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour David. Alors on parle de ce burn-out, travailler toujours plus intensément, toujours plus longtemps jusqu'à l'épuisement et c'est devenu un syndrome de médecine. Oui, c'est le sujet qui fait donc la une des médias français puisque à partir de ce mardi, l'Assemblée nationale examine une proposition du député PS Benoît Hamon, une proposition qui vise à reconnaître donc le burn-out comme une maladie professionnelle, autrement dit une proposition qui vise à obliger les entreprises à payer pour les dégâts qu'elles engendrent sur la santé de leurs salariés, des dégâts qui sont de plus en plus sévères ces dernières années, notamment à cause de la peur du chômage, des réorganisations fréquentes et aussi des nouvelles technologies qui nous empêchent de déconnecter, notamment le soir, le week-end ou même pendant nos vacances. Et d'après une étude en France, 3 millions de salariés sont actuellement menacés de burn-out. Et selon les chiffres de l'INRS, qui datent tout de même de 2007, il n'y a pas beaucoup d'études menées sur le sujet, eh bien le stress lié au travail coûterait au moins 2 à 3 milliards d'euros par an à l'Hexagone. Alors justement, en France, on parle de burn-out. Aux États-Unis, tout est bon visiblement pour travailler toujours plus. Oui, comme l'explique le site Fast Coexist, la solution la plus simple, c'est encore de vivre sur son lieu de travail. L'idée peut faire rire, peut faire sourire et pourtant c'est bien ce que voudrait proposer à ses membres un incubateur d'entreprise de l'Université de l'Utah aux États-Unis. Comment? Grâce à des pods, c'est des sortes de box, des petits logements individuels qui sont équipés d'un lit, d'une table basse et d'étagères. Donc si son occupant a une idée brillante à 3 h du matin, c'est pratique, il peut se lever et aller en quelques mètres à son bureau. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet, mais un projet qui est déjà vivement
critiqué comme vous pouvez l'imaginer, David. Et puis pour finir, on parle de l'appartement le plus cher du monde et c'est à Monaco qu'il se trouve. Oui, après 5 ans de travaux pharaoniques, elle est enfin prête. C'est la Tour Odéon Monaco, un gratte-ciel de 170 mètres d'altitude et de 49 étages. À l'intérieur, on y trouve tout un tas d'appartements, plusieurs centaines, tous plus grands et luxueux les uns que les autres. Mais le clou du spectacle, eh bien, il se situe au sommet de l'immeuble. Il s'agit d'un penthouse de 5 étages, de 3300 mètres carrés, équipé entre autres d'une piscine à débordement, précision importante, d'un hammam et d'une salle de fitness. Mais ce petit bijou a un prix pas n'importe lequel. Plus de 300 millions d'euros, c'est l'appartement le plus cher de la planète. Ça fait pas mal. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Pour la fin de cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur Act24 News. L'information continue. Restez avec nous.